Merci à nos partenaires de nous accompagner et de nous suivre pour cette rêve. Mesdames et messieurs, pour celles et ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition des débats passionnants, passionnés aussi, vous l'avez vu. Je voudrais que l'on applaudisse et que l'on accueille celles et ceux qui ont accepté votre invitation pour cette deuxième séquence. Applaudissez, s'il vous plaît, Martial You. Et à ses côtés, Rosalie Mann, présidente fondatrice de No More Plastic, Éric Orsena, écrivain, membre de l'Académie française, Nathalie Mercier-Perrin, présidente exécutive du Cluster Maritime français, et Sabine Roux-Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer. Mesdames et messieurs, cher Martial, on a hâte de vous écouter pour ce sujet ô combien majeur et passionnant. C'est à vous. Merci beaucoup. Que faire de la puissance des océans? Bonjour à tous et merci d'être là pour cette plénière. D'ailleurs, en soi, c'est un événement puisque c'est la première fois que lors des plénières du MEDEF, on va aborder en profondeur cette problématique et cet enjeu économique et presque civilisationnel qu'est la mer. Vous savez que c'est l'année de la mer, qu'il y a un sommet des pays du Pacifique en ce moment où l'on entérine la disparition de certains territoires comme les îles Tuvalu. Et puis c'est donc une évidence, l'humanité vient de la mer, notre corps s'en souvient, et pourtant à la fois on l'ignore ou on l'oublie, on va en parler, y compris au niveau économique. Et parfois, on le maltraite aussi sans connaître toutes ses richesses. Alors, la valeur ajoutée, juste pour commencer avec un chiffre, produite par les mers dans notre économie, c'est 1500 milliards de dollars selon l'OCDE. Donc, ça en fait la 7e puissance économique mondiale. Et on va se demander comment mieux exploiter précisément cette puissance. Éric Orsena, Académie française, on va commencer peut-être par un petit pas de côté, mais c'est vrai que la mer fait partie de l'imaginaire, fait partie presque in utero de l'homme. On pense à Hemingway, on pense à l'Iliade, on pense à Jules Verne, on pense à tous ces auteurs qui nous ont raconté la mer. Bonjour, c'est pas un pas de côté. On vient de là. Oui. On vient de là. Et à titre personnel, moi, j'ai commencé à naviguer à l'âge de 8 ans, en même temps que je commençais à écrire. Oui. Et je me suis rendu compte qu'au fond, il y avait une grande ressemblance entre l'écriture et la navigation. C'est que sur la page blanche, comme sur l'étendue bleue ou verte, il n'y a pas de route. Oui. Il faut l'inventer. Et c'est exactement le sujet. Et puis, autre élément, c'est à la suite de manigance, je me retrouve à l'Académie française. Et je savais que j'héritais directement du fauteuil de Jacques-Yves Cousteau, ce que c'était à l'âge de 9 ans de découvrir le monde du silence. Ah bon? Sous la surface, il y a de la vie? Et je me rendais compte qu'à ce même fauteuil, il y avait Pasteur. Ah bon? Les maladies ont une cause? Il y a des petites bêtes qu'on appelle les microbes et dont on va savoir qu'elles ne sont pas néfastes, mais aussi énormément nécessaires. Donc, c'était la vie. Donc, et que, troisième point, que je travaille beaucoup maintenant avec la Compagnie nationale du Rhône sur les fleuves, parce qu'il y a une unité des eaux. Eau douce, eau salée, même combat, même force, même fragilité. Force et fragilité, à mon sens, c'est le cœur du thème ici sur le pouvoir. C'est ce qu'on va évoquer effectivement. D'ailleurs, Sabine Roux-Bézieux, ce qui paraît dingue, c'est qu'on oublie presque que la France est la deuxième façade maritime mondiale, la deuxième puissance économique et maritime dans le monde. Et parfois, on a le sentiment qu'on n'en a pas forcément conscience au niveau des politiques qui sont menées ou au niveau même de la stratégie qu'on peut déployer. C'est vrai qu'en 1982, la France a gagné sa plus grande bataille navale sans perdre un bateau ou sans perdre un marin. Cette bataille navale, elle s'est déroulée à Montego Bay, en Jamaïque. Et c'est la Convention de Montego Bay, donc la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a accordé à la France le deuxième espace maritime au monde, avec plus de 10 millions de kilomètres carrés. Et cela fait de nous, ce que la reine Victoria disait des Anglais au XIXe siècle, le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais, grâce à nos magnifiques outre-mer sur tous les océans de la planète. Et donc la question qui se pose ce matin, et plus largement en France, c'est que faisons-nous de ces 10 millions de kilomètres carrés? Comment, au-delà du mantra « nous sommes la deuxième puissance maritime au monde », nous transformons ce privilège et cette responsabilité en des plans d'action concrets? On l'a oublié, ça, vous pensez?
Depuis 1982 ? Alors, auparavant, pâturage, labourage, les mamelles de la France, oui, nous sommes un pays de terriens. Je ne vais pas dire ça devant monsieur l'académicien, mais Victor Hugo, pour lui, la mer, c'était un lieu de perdition, un lieu de mort, c'était la nuit noire des mers. Et on n'a pas la culture maritime en France. Et c'est vrai que c'est une des missions de la Fondation de la mer, c'est de faire en sorte qu'on parle de mer partout et qu'on parle de mer de façon positive. Par exemple, est-ce que vous êtes allé au bord de la mer cet été ? Ah bah, je crois, oui, en Vendée notamment, Eric Oui. Orsia. Est-ce que dans les tribunes, vous êtes allé au bord de la mer cet été ? Levez le bras. Voilà. Nous sommes tous allés au bord de la mer cet été. Nous avons tous la mer en nous, dans notre corps, mais nous l'avons aussi dans nos émotions, dans nos rêves d'enfants, dans ce qui nous fait rêver et ce qui nous fait parfois travailler tout au long de l'année pour pouvoir aller au bord de la mer. Et ça, ce sont des émotions qu'il faut raviver pour avoir ensuite l'envie de protéger nos océans. Et il y a des enjeux économiques qu'on va évoquer. On se tournait vers la salle. Je sais aussi qu'il y a les MEDEF ultramarins qui sont là, qui nous suivent et pour lesquels, évidemment, cette problématique-là est essentielle. Juste, Nathalie Mercier-Perrin, c'est un enjeu de souveraineté, finalement. On en parle énormément à tout bout de champ, de la souveraineté de la France. Pour la mer en fait partie, évidemment. Oui, bien sûr. Alors, en fait, je dirais l'économie bleue. Oui. Qu'est-ce que l'économie bleue ? Alors, l'économie bleue, on en consomme tous les jours et je souhaite les rappeler en quelques secondes. Et on va effectivement réaliser quelle est la colonne vertébrale de notre économie. Donc l'économie bleue, je rappelle les grands thèmes économiques qui sont dans l'économie bleue. On a tout ce qui touche l'industrie navale. D'ailleurs, la France est assez reconnue dans le monde pour ses activités de construction navale. On a un sujet dont les Français connaissent beaucoup, puisqu'on en parle assez régulièrement, c'est l'industrie des énergies marines renouvelables. Vous savez qu'à l'horizon 2040, nous aurons des parcs éoliens qui vont installer du mix énergétique décarboné pour la France, puisque nous avons des obligations avec les accords de Paris de décarboner toutes nos activités. Ça, c'est effectivement des activités maritimes. Nous avons la flotte de commerce. Alors la flotte de commerce, le transport maritime. Parlons 2 minutes du transport maritime. Transport maritime, je rappelle que 90% de ce qu'on consomme dans le monde arrive par bateau. 90%. Les paquets de riz, les smartphones, les métaux rares, les matériels qui arrivent sur les chaînes de production. Donc, en clair, les citoyens comme les entreprises se nourrissent tous les jours du transport maritime. C'est 72% de flux import-export aujourd'hui de la France. La France, comme Sabine l'a dit, qui possède cette deuxième surface maritime au monde grâce au territoire ultramarin. Autant vous dire qu'on est vraiment dans la souveraineté. Si je continue un petit peu sur les activités maritimes et fluviales, nous avons les produits de la mer. Alors évidemment, qui ne mange pas d'huîtres, qui ne mange pas de poisson, qui ne connaît pas effectivement la beauté de ces sites et puis la difficulté aussi des pêcheurs. Je pense que tout le monde ici aujourd'hui en est conscient. On a effectivement des nouveaux métiers autour d'un grand thème qui s'appelle l'aquaculture. De plus en plus, on mange des choses qui sont issues de l'aquaculture. Là aussi, beaucoup de technologies, de nouvelles technologies, d'innovation, comme sur l'ensemble des filières dont j'ai parlé avant. Je vais continuer assez vite parce que je voudrais vous rappeler que les câbles sous-marins, aujourd'hui, si on est connecté avec nos amis partout en France et dans le monde, c'est grâce aux câbles sous-marins, puisque la partie numérique représente aujourd'hui, en transfert de communication, 98% du trafic passe par les câbles sous-marins. Et ça, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a aussi un enjeu géostratégique au travers de la mer, et ça en fait partie, bien évidemment. Et puis ensuite, dans le même sujet, on a toutes les activités de cybersécurité maritime, qui touchent aussi des entreprises, les grands fonds, mais ça, on va en parler avec la biodiversité. Et puis, un dernier thème dont on parle moins, qui sont les granulats, qui nous permettent de faire du BTP, entre autres. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est 400 000 emplois en France. Ça représente 97 milliards de valeur de production. Et l'objectif qu'ont les adhérents de toutes ces grandes filières, c'est 1 million d'emplois en 2030 avec le tourisme littoral, et ça représente 150 milliards de valeur de production. Donc vous voyez, j'ai pris 2 minutes, mais finalement, on est au cœur d'une puissance maritime. C'est ce que j'allais vous dire, Rosalie Mann. On va évidemment parler pollution plastique, parce qu'on ne peut pas parler de la mer sans en parler dans quelques secondes, mais ce que les différents chefs d'entreprise qui sont en face de nous doivent comprendre, en réalité, et via notamment le plastique, c'est que même s'ils ne sont pas en bord de mer, même s'ils n'ont pas un lien direct dans leur activité avec la mer, ils en sont
intimement associés. Ils y sont intimement associés et ils sont éco-responsables de la pollution qu'on peut y retrouver. Absolument. Moi, je vais aller même plus loin. C'est en fait, on est tous concernés parce qu'en fait, les mers, c'est vraiment le trésor de l'humanité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que on dépend de nos mers et de nos océans. Aujourd'hui, elle est en souffrance à cause du plastique, évidemment. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on déplastifie nos océans. Et je ne suis pas venue vous parler aujourd'hui d'écologie, mais de business. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les entreprises qui dépendent aujourd'hui du plastique et du plastique recyclé sont en danger. Toutes. Et je vais vous parler de stratégie d'avenir. La stratégie d'avenir, c'est quoi ? C'est de penser au monde de demain. Et le monde de demain, en fait, il est en marche. Aujourd'hui, toute la nouvelle génération, nos sociétés, on a tous conscience de plus en plus qu'on est contaminé par les microparticules de plastique. Alors les microparticules de plastique, vous allez me dire, ok, super, c'est quoi exactement ? Ça se dégrade du plastique tout au long de son cycle de vie. Aujourd'hui, on en a trouvé dans notre sang, dans notre cerveau, dans les placentas. Tous nos enfants naissent aujourd'hui prépollués par ces microparticules de plastique. Et en tant que chef d'entreprise, si vous ne prenez pas le tournant de déplastifier vos entreprises, vous allez tout simplement perdre des parts de marché. Parce que la nouvelle génération est de plus en plus consciente, et d'ailleurs les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact nocif et délétère du plastique. Alors, il ne faut pas se tromper, le plastique, c'était fantastique. Ça a été certainement l'une des plus belles innovations qu'on ait jamais eues au monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs prix Nobel sur le sujet. Mais aujourd'hui, on l'a utilisé dans des quantités exponentielles. Et ces quantités exponentielles aujourd'hui nous mettent en danger. On n'est plus dans un cercle vertueux, mais dans un cercle qui est devenu vicieux. Alors, on va le développer un tout petit peu plus loin, Rosalie Mann, dans quelques instants, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le plastique tel qu'on l'imagine. Il y a aussi tout ce qu'on dit sur le plastique recyclé, sur lequel vous allez pointer du doigt quelques idées reçues. Mais Éric Orsenna, on parlait de 1982 tout à l'heure. Vous avez été très proche, évidemment, on le sait, de François Mitterrand également. On manque d'une stratégie sur la mer au sens global, en réalité, d'un point de vue politique public. Et c'est très étrange de voir comment la France, qui a donc cette façade immense, s'est foutue complètement de la mer. Oui. Il y avait Tabarly qui avait cette phrase formidable, « Qu'est-ce que la mer pour les Français ? C'est ce qu'ils ont derrière eux quand ils reviennent de la plage. » Et donc, c'est pas possible. Et deux exemples. Le premier, c'est qu'il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2007. C'était génial. 2 ans après, il y a le Grenelle de la mer. 2009. 2009, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans. Depuis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des ponctuelles actions, mais pas d'ambition un peu générale. Alors que la mer, c'est le lien, donc on ne peut pas dire... C'est très, très frappant de voir. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que plus c'est loin, plus on s'y intéresse. Plus c'est proche, plus on s'en fout. Et j'appelle ça le syndrome de la conjugalité. Pour reprendre la phrase de Paul Morand, belle comme la femme d'un autre. Alors, il y a des crétins qui dépensent des milliards de dollars pour savoir ce qu'on va faire sur Mars, et on s'en fout de nous. Et moi, je suis frappé de voir l'incroyable ignorance de ce que nous avons du plus proche. Donc d'abord, connaître. On a découvert ce truc complètement dément qui est l'oxygène noir, c'est-à-dire avec les nodules polymétalliques. Et c'est quoi ? C'est il y a 2-3 ans, même pas. Vous voyez, comme on a vu le microbiote, la liaison avec le cerveau, c'est il y a peut-être 20 ans. Donc regardons ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire qu'il est plus proche. Donc relançons notre relation avec la conjugalité. Oui, c'est une question que je vais vous poser. Je vois qu'il y a des gens intéressés. Oui. À qui ça parle ? Donc, ils peuvent prendre contact avec moi. Je leur donnerai, à la suite d'une vie déjà longue, je leur donnerai quelques recettes. Conseiller conjugal en plus, alors. Nathalie Mercier-Perrin et Sabine Roux-Bézieux, j'ai la même question pour vous deux. C'est que, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois, là, on a fait un état des lieux qui est un peu
pas pessimiste, mais en tout cas un peu agacé de ce manque de prise de conscience des enjeux de la mer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on mobilise les énergies pour essayer d'en faire une force, Sabine? Alors donc c'est Nathalie. Donc, Nathalie. Oui, alors bon, moi je représente le cluster maritime français et donc j'en ai pris la présidence en début d'année et j'arrive du monde de l'entreprise et ce qui m'a frappé avec les chiffres clés que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a voilà une trajectoire sur 30 ans, 50 ans à mettre en place, quand on est à la tête d'une organisation qui a les principaux syndicats professionnels, que ce soit Armateurs de France, que ce soit le GICAN, que ce soit la partie énergie marine renouvelable et bien d'autres. Et on se dit, il faut avoir, je dirais, un document fédérateur ou en tout cas, je vais parler ici au chef d'entreprise, un plan stratégique. Oui. Donc, depuis quelques semaines, avant l'été, on a commencé à travailler avec l'ensemble des adhérents du cluster maritime français et j'espère que d'ici une petite année, on aura décliné les ambitions. Je vous ai parlé tout à l'heure d'1 million d'emplois, 150 milliards de valeur de production. Ça veut dire, on a évidemment les thèmes, les objectifs, les filières et on a besoin de décrire tout ça en temporalité pour donner confiance au marché bancaire et marché. Et c'est quoi les métiers alors de demain, les métiers de l'avenir pour les plus jeunes qui voudraient s'engager dans cette économie bleue? Alors, ce dont je vous ai parlé couvre à peu près 1000 métiers, donc c'est énorme. Alors on parle souvent de soudeurs, on parle de métiers d'industrie, industriels, mais il y a des métiers de la recherche. Il y a des métiers, je dirais, opérationnels où on monte sur des bateaux et on fait le tour du monde. On a des métiers d'hôtellerie, on a des métiers qui sont aussi à découvrir. Et là, je vais prendre 2 minutes, effectivement, et vous me tendez une perche que je vais prendre. En tout cas, je vais prendre celle-là. C'est parlons de nos jeunes. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes. Alors, les jeunes, ils sont encore peut-être moins conscients de l'économie maritime que nous, évidemment. Et pourtant, tous les jours, beaucoup sont sur des tablettes ou regardent des vidéos autour finalement des défis et notamment des défis maritimes. Il suffit de regarder le box-office pour regarder combien d'entrées on a fait sur le Champ du Loup, par exemple. Combien dans un sous-marin, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Combien, je dirais, l'univers de Jules Verne nous a émerveillés, et bien d'autres livres et bien d'autres jeux vidéo. Et donc, aujourd'hui, on a nos jeunes, notamment, je pense à ceux qui sont dans les territoires ultramarins, et je vais vous raconter une petite histoire après, qui cherchent effectivement à rentrer dans le milieu du maritime, mais qui ne connaissent pas les filières du maritime. Donc ça, c'est à nous, effectivement, et avec notamment le ministère de l'Éducation nationale, et avec un certain nombre de parties prenantes, et je pense à la Fondation de la mer, je vais en parler dans 2 minutes, où on doit donner... on lui passera la parole, si vous voulez, parce que sinon, entre la petite histoire, les 2 minutes et tout, on va jamais y arriver. Mais on doit donner effectivement une direction et les plans de formation pour nos jeunes, avec notamment les classes enjeux maritimes, et je vais passer la parole à Sabine. Alors, Sabine puis Eric, sur cette formation à la mer finalement et au métier de demain. Moi, je viens du monde de l'entreprise, je suis chef d'entreprise, et depuis 10 ans, je consacre plus de la moitié de mon temps à comprendre et à protéger l'océan. Et franchement, à part peut-être l'éducation et la recherche médicale, il n'y a pas de sujet plus important pour notre avenir et celui de nos enfants. Pourquoi ? Parce que dans l'océan, vous retrouvez toutes les grandes questions qui sont débattues ici à cette REF, à savoir le climat. L'océan, c'est le régulateur du climat. Si on veut s'occuper du climat, occupons-nous de l'océan. Les pollutions, toutes les pollutions par les fleuves et les rivières finissent dans les océans, à commencer par les plastiques, mais bien d'autres pollutions. La protection de la biodiversité, l'océan, c'est 70% de la surface de la planète, c'est 90% de l'espace habitable et de la vie sur Terre. Sur mer. D'ailleurs, la planète Terre devrait s'appeler mer. Et donc, quand on veut s'intéresser aux questions d'écologie qui sont si importantes pour les jeunes et attirer des jeunes, l'océan, c'est la réponse universelle. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée à cœur et corps perdu depuis 10 ans, parce que ça me semble répondre aux enjeux de demain. Alors, votre question, c'est comment les jeunes, oui, voilà. Comment on embarque les Français, comment on embarque les jeunes.
Le ministère de l'Éducation nationale a des programmes mers. Nous avons une dizaine de kits pédagogiques et d'outils pédagogiques que nous développons avec le ministère. Il y a les classes enjeux maritimes qui ont été montées avec le cluster maritime français et la marine nationale. Sur chacune des grandes courses océaniques, il y a des programmes pédagogiques. Il faut remettre de la mer partout. Il faut saupoudrer de l'eau salée absolument dans tous les programmes pédagogiques. Il faut en mettre dans tous les endroits où se trouvent des chefs d'entreprise. Parce que, au fond, ce que je cherche à vous dire, c'est que la mer concerne tout le monde. Ouais. Concerne tout le monde pour les questions de transition écologique, concerne tout le monde pour les questions de protection de la biodiversité. Et nous avons tous un lien avec la mer, que ce soit pour des raisons économiques sur le transport maritime ou les câbles sous-marins, mais plus largement pour le fonctionnement de la vie sur Terre. Et cela manque dans notre culture nationale. Alors peut-être pas partout. Nous avons des Français qui ont une relation quasiment sacrée avec l'océan. Je pense à la Polynésie. Oui. La Polynésie a compris ce lien avec l'océan, ce lien intime, ce respect éminent que nous, l'humanité, devrions avoir avec cet espace qui nous a vu naître. Et c'est peut-être cela qu'il faut rétablir. Et c'est notre combat, nous, à la Fondation de la Mer, c'est d'aller aider les centaines, les milliers d'acteurs sur le terrain qui, concrètement, tous les jours, luttent contre les pollutions, protègent les écosystèmes marins, protègent des espèces en danger, et puis éduquent, sensibilisent nos concitoyens. Éric Orsena, cycle de l'eau, c'est le cycle de la vie. Oui, vous y ajoutez je ne sais pas, mais soyons optimistes. Peut-être que dans 2-3 ans, on aura de nouveau un ou une ministre de l'Éducation nationale. Et de la mer, pourquoi pas? Alors, parmi les innombrables chantiers qu'on va lui confier, il y a celui-là. On a développé l'industrie parce qu'il y avait une école des mines. On a développé les télécoms parce qu'il y avait une école des télécoms. On a notre agriculture, c'est agro, mais il n'y a rien sur la mer, sauf naval, parce que cette dimension qui est essentielle, évidemment, de géopolitique. Militaire. Mais pas seulement. Donc, il y a des symboles comme ça. Et quand les jeunes, ils sont là, mais complètement éparpillés, encore une fois, ils doivent s'outiller d'une spécialité parcellaire et ils n'ont pas l'unité de ce que représente la mer. C'est un peu comme en médecine. Quand vous entendez cette phrase complètement folle, que la médecine générale est devenue une spécialité, mais là, dans ce domaine aussi, on marche sur la tête. Rosalie Mann, par rapport à tous les enjeux évidemment liés à la mer, et y compris aux enjeux économiques pour les industriels et les entrepreneurs qui nous regardent en ce moment, on parlait du plastique, c'est votre combat évidemment, No More Plastic, mais vous voulez faire passer le message aussi, puisque c'est un enjeu crucial pour les océans, gare au plastique recyclé aussi. Parce qu'on a eu le sentiment que l'industrie avait trouvé une solution prenant en compte les problématiques environnementales en proposant du plastique recyclé. Et vous dites c'est la même chose, en tout cas en termes de conséquences pour l'environnement et pour les océans. Oui, et puis pour notre santé, la Oui. santé humaine. Aujourd'hui, un plastique recyclé génère beaucoup plus de microparticules de plastique. Donc évidemment, ça n'est absolument pas une solution. Mais pire que ça, aujourd'hui, vous parliez de business d'avenir pour les jeunes. Eh bien, il y a un business vraiment important, c'est le packaging. Alors aujourd'hui, on produit 460 millions de tonnes de plastique et 37% de ces 460 millions de tonnes de plastique sont uniquement les emballages. Donc, quand on conseille des chefs d'entreprise dans leur déplastification de leur entreprise, souvent on leur demande, la première chose qu'on leur demande, c'est vous êtes dépendant de combien votre business model est dépendant de combien concernant le plastique ou le plastique recyclé. Et est-ce que pour les emballages, vous avez toujours besoin de chaque type d'emballage que vous avez? Parce que la plupart du temps, parce qu'on a toujours fait comme ça, on emballe des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc déjà, il y a une réduction de coûts en tant que chef d'entreprise sur tous les emballages pas forcément nécessaires. Ensuite, sur les métiers d'avenir, il y a un métier d'avenir qui est fondamental, c'est l'algue. Aux États-Unis, ils appellent ça le Seaweed Revolution et ils sont très en avance comparé à nous. C'est pour ça qu'il est temps que la France prenne le marché de l'algue, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire du bioplastique. Et quand je parle bioplastique, c'est vraiment 100%
biosourcés et avec aucun matériau plastique. Donc c'est pas du recyclage pour le coup. Pas du recyclage, c'est vraiment 100% biosourcé pour faire des emballages qui sont vraiment nécessaires. Parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'emballages qui ne sont pas nécessaires. Et ça, c'est des vrais métiers d'avenir. Des vrais métiers d'avenir où vous avez un véritable impact. Parce que recycler le plastique, aujourd'hui, c'est remettre en circulation un produit qui est toxique et qui contient énormément de perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, sur les 4000 femmes enceintes en France, toutes avaient des microparticules de plastique dans leur placenta et des perturbateurs endocriniens. Donc vous voyez bien qu'il y a un vrai problème de santé publique et d'économie. Et si on veut pouvoir avoir un impact en tant que chef d'entreprise et ne pas se retrouver avec une économie qui ne sera pas l'économie d'avenir, il faut qu'on puisse remplacer ça. Ensuite, je vais faire un parallèle avec Netflix, parce que tout le monde connaît Netflix. Alors Netflix, ils ont eu l'intelligence de pouvoir prendre le tournant au bon moment. En fait, ils vendaient des cassettes vidéo, ouais. et ça marchait très bien, etc. Et à un moment donné, est arrivé le streaming. Et ils se sont dit, OK, le streaming, c'est vraiment le métier d'avenir. Tous leurs concurrents se sont dit n'importe quoi, c'est illégal, on va avoir des amendes, ça marchera jamais, etc. Aujourd'hui, Netflix, ils sont les premiers sur le marché. Ils ont évidemment su prendre le tournant et c'est à nous aussi de savoir prendre le tournant pour demain. Parce que l'avenir, c'est un avenir sans plastique. Sabine Roux-Bézieux, évidemment, pas de plastique dans l'océan, c'est un idéal et un rêve, hein, parce que ce qu'il faut peut-être rappeler aussi, c'est que c'est le poumon. On parle toujours de l'Amazonie comme étant le poumon de la planète, mais l'océan, c'est 50% de l'oxygène produite sur Terre, quand même. Alors, c'est effectivement le poumon bleu, hein, et on a un poumon vert et un poumon bleu, 50% de l'oxygène, mais c'est aussi le premier capteur de CO2. Si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut que le CO2 puisse être capturé, et il est capturé par le phytoplancton dans les océans. Et puis c'est aussi régulateur de la température sur la planète, puisque 90% de l'excès de chaleur qui est produit par les activités humaines est absorbé par l'océan. D'ailleurs, on a eu cet été toute une série d'articles sur le réchauffement de la mer Méditerranée qui crée des canicules marines, qui probablement suscitent aussi ces trombes marines qui ont fait la une de l'actualité la semaine dernière. Et donc le dérèglement climatique est lié au dérèglement du fonctionnement des océans. Et Eric Orsena le mentionnait tout à l'heure, il y a des chercheurs qui ont découvert et publié il y a quelques semaines dans la revue Nature une étude absolument fascinante qui explique que dans les nodules polymétalliques, donc ces fameux nodules dont on parle depuis les années 70 et qui recèlent des terres et métaux rares, eh bien ces nodules polymétalliques émettent de l'oxygène avec un système d'électrolyse au fond de l'océan à 2000 ou 3000 mètres de profondeur. Et ça, c'est prodigieux parce que ça veut dire que dans des espaces dans lesquels même le commandant Cousteau, dans les années 70, pensait qu'il n'y avait pas de vie, non seulement il y a de la vie, mais il y a aussi la production d'oxygène avec des phénomènes qui n'ont rien à voir avec la photosynthèse. Donc l'océan, c'est encore ce grand espace à découvrir, à comprendre d'un point de vue biologique, mais comprendre aussi d'un point de vue physique, de fonctionnement de l'océan. Et c'est vrai, ça sert à rien d'aller mettre autant d'argent sur une planète dont on imagine qu'il pourrait y avoir de la vie, alors qu'il y a de la vie à quelques milliers de profondeur au fond de l'océan et qu'on l'ignore complètement. Bon, ça fait 2 fois qu'on envoie un message à Elon Musk. Allons-y. Non, et je voudrais rebondir sur ce que dit Rosalie Mann, qui est très intéressant, qui est au fond sur quelle est la place du plastique dans notre société. Et c'est vrai que nous avons... Parce que là, le plastique, il est entre justement l'oxygène produit et le carbone absorbé, quoi, précisément. Hein, c'est ça le problème. C'est pire que ça. Aujourd'hui, le plastique, il dégage des gaz à effet de serre. Donc, il est responsable du changement climatique. En fait, à chaque fois qu'un produit en plastique est en contact avec des UV du soleil, il dégage du méthane. Donc, il va exacerber le changement climatique. Donc, aujourd'hui, le changement climatique et la question de la pollution plastique, c'est la même chose. Vous vouliez rebondir, Sabine. C'est presque un très bon exemple, d'ailleurs, comme le CO2, des transitions écologiques que nous devons entamer. Au fond, quand on discute, nous, avec des entreprises qui nous soutiennent, elles nous disent, bah oui, mais le plastique, c'est les consommateurs qui sont des cochons parce qu'ils les balancent dans la nature. Ou alors, bah, finalement, c'est nos consommateurs qui demandent. Et puis, c'est des outils, c'est un matériau extrêmement pratique. La réalité, c'est qu'on a construit notre civilisation sur le plastique.
Et quand nous on participe aux conférences de l'ONU sur le traité international contre la pollution plastique, et Fondation de la mer est accréditée auprès de l'ONU, donc on participe comme un État. Ce que nous disent les chefs d'État, les ministres de l'Environnement, c'est que nous projetons vers eux une civilisation avec du plastique, et que leur population en développement considère que se développer, c'est d'avoir du plastique chez soi, et le plus de plastique possible, donc de l'emballage et des objets en plastique. Donc nous, il faut qu'on revienne en arrière. Ça ne veut pas dire de la décroissance, ça veut dire juste fonctionner autrement. On a fait des Jeux Olympiques sans bouteilles plastiques. Je peux vous dire qu'il y a un an, ça semblait sans bouteilles plastiques. Avec des éco-cups sur les sans sites, bouteilles il y en avait plastiques. Il y a un beaucoup, énorme mais- scandale sur le sujet. Sur les sites olympiques sans bouteilles plastiques. On a ici une ref, vous voyez, il n'y a pas de moquette. On a des petites gourdes, certes elles sont en plastique, mais elles sont réutilisables. Donc c'est possible de changer. Mais le changement, il ne va pas venir uniquement du consommateur, il va venir de deux sources. La réglementation, et je pense à la loi AGEC en 2017, dans laquelle on nous avait promis de centaines de dépôts de bilan, des faillites de succession, mais en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas une entreprise qui a fait faillite à la suite de la loi AGEC. La loi AGEC est devenue une directive européenne et ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc, on montre l'exemple au niveau européen. Donc, des normes, discutées, planifiées dans le temps et pas décrétées du jour pour le lendemain. Et puis, deuxièmement, des changements dans les cycles de production. Et donc, là, les chefs d'entreprise ont cette mission d'aller imaginer le modèle de demain. Alors, évidemment, ça peut coûter cher, mais ça peut aussi rapporter de l'argent. Moi, je suis présidente du comité RSE d'un grand groupe coté. On développe des processus pour réduire la quantité de plastique, de PVC, pour réduire les émissions de CO2. Et finalement, l'entreprise gagne de l'argent. Et elle se positionne mieux par rapport à ses concurrents. Et elle est plus attractive vis-à-vis des jeunes. Donc, ce changement qui peut paraître pénible, le Green Deal, la CSRD, au fond, ce qui est important, c'est de le voir non pas comme une écologie punitive, mais comme un processus de toute manière inéluctable qui peut faire gagner les entreprises européennes. Éric Orsena, vous travaillez avec l'Institut Pasteur. Il y a un formidable, et on l'évoquait un tout petit peu déjà tout à l'heure, une formidable ressource, y compris pour la recherche, pour le développement, pour la médecine au travers de l'océan. Et on en parlera aussi avec des débouchés pour nos startups, peut-être. Alors, ce qui me frappe, c'est ce que disait Sabine, ce que vous disiez, c'est que c'est nécessaire et c'est possible. Oui. Quand vous alliez le nécessaire et le possible, ça veut dire que vous devenez rentable. Oui. Moi, je suis un économiste, donc un mec vulgaire, qui aime le rentable. Parce que s'il n'y a pas de rentable, il n'y a pas de durable. Oui. Voilà, et on est là. Et on est en face de tous ces gens qui ont des entreprises, donc qui sont des artisans du possible. Donc pourquoi il n'y a pas plus de gens dynamiques comme vous qui allaient dans ce domaine qui est absolument nécessaire, on voit, et qui est évidemment riche d'un potentiel incroyable. Donc, alors, maintenant, dans le domaine de la santé, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, mais je suis fasciné par ce qui se passe notamment chez Pasteur. Il y a deux choses qui me frappent. C'est que, évidemment, on ne connaît pas le mécanisme, comme on voit avec le microbiote, qui est une sorte d'autre mini-océan en nous. Donc on continue sans arrêt à voir ce que ça donne, et on sait qu'on dépend de là. C'est quand même frappant. On dépend de la mer de façon géante, et on dépend de cette haute forêt qui s'appelle le microbiote de façon intime. Les deux, c'est pareil, donc on est dépendant. Donc on dit, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on peut essayer de pallier les dérèglements? Comment est-ce qu'on trouve de nouvelles molécules? On ne connaît rien de toute la diversité. Et donc on regarde dans tous ces éléments, on voit comment ça se passe avec les archées, c'est-à-dire qui ont précédé les bactéries, unicellulaires, etc. Donc c'est des formidables lieux d'exploration, alors que c'est chez nous et en nous, et on n'y va pas. Donc moi, ma morale, elle est très simple. C'est celle du bateau de Charcot. Le pourquoi pas. Pourquoi pas. Et le pourquoi pas, pour moi, c'est une chevalerie. Et si les patrons méritent leur nom, ce qu'ils méritent, c'est parce qu'ils devraient être des marins du pourquoi pas. Nathalie Mercier-Perrin, justement, toujours sur cette idée de donner envie aussi et de prendre conscience de l'enjeu majeur des océans, des mers et de leur puissance, c'est le thème de la table ronde. On arrive à avoir des startups
des jeunes entreprises qui se mettent justement sur le vivant, l'océan, la possibilité de trouver des solutions, y compris sur le plastique. On arrive à avoir cette force vive-là chez nous, en France? Oui, oui, et vous me parliez tout à l'heure de clés ou comment continuer à progresser et peut-être à aller plus vite. Là, on a besoin de l'État. C'est-à-dire que dès que l'État donne une direction, donne une réglementation, va mettre en place des programmes de financement ou de recherche de R&D, de recherche et développement avec du public, c'est ce qui vient d'être dit là, et du privé. Il y a des grands programmes que l'État lance depuis des années, qui s'appellent France 2030 ou France Relance, enfin peu importe. Et là, on va avoir une mise en œuvre de cette roue dont on parle, c'est-à-dire des jeunes ou moins jeunes qui ont des idées et qui vont commencer effectivement à créer start-up, qui vont aller voir des centres de recherche, des grands groupes, et puis qui vont faire de la recherche expérimentale. Et oui, et on est très bon. Et il ne faut pas casser du tout cet outil. Et je vais en profiter pour passer un petit message, puisque effectivement, on est aussi sur une séance économique et peut-être politique dans quelques jours. Attention, les financements de l'État sont importants pour effectivement installer ces grands programmes d'incubation, de recherche et de R&D. Bien sûr que les grands groupes sont là, mais on a besoin de l'État qui va effectivement initier et aider ces jeunes à s'installer. Éric Orsena? Très simple, économie de base, première page. Un investissement, c'est pas une dette, c'est la possibilité de l'avenir. Et il y a deux façons de mal préparer l'avenir, c'est d'accumuler les dépenses courantes au-delà de ses moyens et de ne pas investir. Et on fait les deux. Sur le domaine qui vous concerne, Rosalie Liman, je comprenais tout à l'heure, par rapport à cette recherche, ce développement, ces startups, que vous aviez le sentiment quand même qu'on prenait du retard, précisément, et que là, on est en train de se faire distancer par d'autres. Oui, tout à fait, par la Chine, par la Corée, par les États-Unis. Tout le monde s'organise pour déplastifier son industrie, évidemment pour aider aussi à déplastifier les océans, parce qu'aujourd'hui, 80% des déchets plastiques qui se retrouvent dans l'océan viennent de la Terre. Et ils sont très en avance. Et aujourd'hui, on a pris un retard. Et si on veut garder une certaine souveraineté, il faut que nos industries réfléchissent à déplastifier et à être moins dépendants du plastique. J'aimerais, parce qu'il nous reste, je regarde l'heure, ça passe très très vite, moins de 10 minutes maintenant, qu'on évoque aussi la problématique géostratégique, géopolitique des océans, des mers. Éric Orsena, on sait, on le voit avec ce qui s'est passé. On évoquait les câbles sous-marins tout à l'heure. Ça a été un enjeu dans l'affrontement entre Ukrainiens et Russes. On voit qu'il y a des problématiques autour de Taïwan. On sent que l'océan est un territoire de conflit ou de géostratégie. Les Houthis, évidemment, sur la mer Rouge. Et pourtant, on a l'impression, depuis les politiques sur le nucléaire, que c'est passé un peu, qu'on l'a un peu oublié, ça. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a oublié l'enjeu stratégique de l'océan? Ceux qui n'ont pas compris, à l'occasion de la dernière, pas ultime, mais la dernière épidémie, qui avait un truc qui s'appelait Santé unique, One Health. Alors franchement, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour voir qu'il y a un lien clé. Alors ça, c'est ce qui concerne la santé, une santé. Si l'environnement va mal, le monde végétal ira mal, le monde animal ira mal, et à l'intérieur du monde animal, il y a nous, on ira mal. Il y a un lien précis. Bon, il y a ça. Ouais. La deuxième chose, c'est que l'océan, il y a plusieurs rivières, plusieurs mers, un seul océan. Si l'océan va mal, c'est l'ensemble de la vie qui va mal. Toute vie étant venue de l'océan, mais elle pourrait y retourner, c'est-à-dire s'arrêter. Donc cette question d'unité est claire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Il se trouve que moi, j'enseigne à l'école de guerre sur la géopolitique des fleuves. Alors, c'est une sorte de laboratoire formidable. Deux exemples. Comment vous imaginez le partage d'une île, NIL, entre l'Égypte, 100 millions d'habitants, et l'Éthiopie, 110 millions d'habitants? L'Éthiopie qui n'a jamais eu l'autorisation, parce que le pouvoir était à l'Égypte, d'utiliser
une partie nécessaire à son développement. Maintenant, il faut un barrage. Comment est-ce qu'on fait? Premièrement. Deuxièmement, les deltas. Les deltas, c'est exactement l'avant-garde de tous les dérèglements, avec des conséquences, puisque la mer monte, parce que, etc., etc. Et donc, moi, je vais très souvent au Bangladesh. On fait une réunion de notre association en Camargue, il y aura des représentants du monde entier. Il y a 650 millions d'êtres humains qui habitent les deltas. Si on ne réussit pas à gérer un peu ça, vous imaginez les déplacements de population, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Il y a 50 à 60 millions d'êtres humains qui sont sous l'eau régulièrement au Bangladesh. Donc c'est très complet, vous voyez, ces questions-là. Dernier point, c'est comment donner du droit à la zone internationale au-delà des côtes. Question juridique, il se trouve que j'étais 25 ans au Conseil d'État et que ces questions me passionnent. Il y a un chantier énorme. Comment est-ce qu'on fait? On a réussi à le faire internationalement grâce à des gens merveilleux, et on retrouve Cousteau et on retrouve Rocard, qui ont permis de repousser à plus tard l'exploitation de l'Antarctique, qui font à vitesse moins grande que l'Arctique, mais j'ai regardé ça précisément en naviguant avec Isabelle Autissier et dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. On voit ça concrètement. Donc, vous savez, il y avait un mec que j'adorais qui était Michel Lefebvre. Michel Lefebvre, il était un marin au commerce, comme on dit. Et il a repris ses études et il a été un des responsables de lancement de satellites d'exploration de la mer. Et il disait, il faut que nous devenions, étant donné que la Terre est un vaisseau spatial, il faut que nous devenions des géonautes. Oui. Pas seulement des astronautes, des géonautes, c'est-à-dire les marins de la Terre. Donc j'espère que face à ce champ de course, il y ait des géonautes. Nathalie Mercier-Perrin. Oui, alors, vous avez, votre question est aussi sur la géopolitique. Oui. Alors, au travers du cluster, moi, je vais compléter le propos d'Éric avec une autre, avec un autre axe. Depuis le début de cette séance, on dit que la mer, l'océan, nous nourrit, oui, nous soigne, transporte nos informations, nos biens, parfois les personnes également. Et vous l'avez très bien dit, le monde est déstabilisé aujourd'hui. Il a toujours été déstabilisé. La question est, y a-t-il des océans qui ne sont pas déstabilisés? Parce qu'aujourd'hui... Des océans pacifiques, vous voulez dire? Oui, voilà, des océans pacifiques. Parce que à partir du moment où on voyage et où on attend quelque chose, je dirais, pour produire, pour se nourrir, pour se soigner, pour explorer, voire protéger, et on va parler de ça dans 2 secondes, ça veut dire que quel est le baromètre sécuritaire des océans aujourd'hui? Y a-t-il une partie du monde où on peut continuer à faire du trafic maritime de manière sécurisée? Ma réponse est, c'est de plus en plus tendu actuellement. Et vous avez parlé des outils, et on pourrait parler de la mer Noire, et on pourrait faire le tour de la planète. C'est effectivement compliqué. Et en fait, j'échange assez souvent avec quelques parties prenantes sur ce sujet-là, et je pense qu'un des indicateurs, c'est effectivement, y a-t-il un océan qui permettra effectivement de continuer à faire cet import-export dont tous les pays ont besoin avec sécurité. Il n'est pas normal que les hommes et les femmes sur les bateaux qui transportent, que ce soit des biens, des personnes, des câbles, tout ce que l'on veut, soient en difficulté sécuritaire pour faire son job. Ça, on n'en a pas parlé. Donc la géopolitique... oui, le maritime est au cœur de la géopolitique. Et comme nous avons le 2e espace au monde, ça veut dire que la France, faut l'assumer, a une carte depuis des années, depuis des décennies. C'est effectivement, elle est une puissance maritime mondiale. Ça, c'est mon premier point. Elle n'a pas saisi le leadership, c'est ça que vous dites? Si, bien sûr que si, mais on ne l'assume pas en le disant, je dirais, au niveau du grand public. Bien sûr que la Marine nationale le sait, bien sûr que l'État le sait. Et heureusement, d'ailleurs, la stabilité du monde, elle est grâce à des grandes puissances comme la France. Mais je dirais, il faut l'assumer. Et parfois, en France, on n'assume pas ce que l'on a. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième point, je vais aller très vite. Si on veut continuer à obtenir ce que l'on veut, voyager comme ce que l'on souhaite, ou poser des câbles sous-marins comme on souhaite le faire également, ça veut dire que nos bateaux doivent être de plus en plus français ou avec des équipages français. C'est ce qu'on appelle
certains appellent ça la flotte stratégique, peu importe le vocabulaire, mais on peut comprendre, et on l'a tous vu pendant le Covid, quand on a une équipe France, que ça soit au JO ou ailleurs, eh bien, on sait de bout en bout la nature du service qui sera délivré. Et en géopolitique, plus vous avez votre transport maritime ou vos intermédiaires qui ne sont pas français, eh bien là, on peut être dans une guerre commerciale particulière. On peut ralentir le trafic, on peut stopper le trafic, on peut augmenter les prix. Donc, le transport maritime et la puissance maritime française, elle est complètement stratégique pour la France et pour l'Europe. On n'a pas parlé d'Europe. Je rappelle qu'on apporte cette surface à l'Europe et qu'il est temps d'avoir une stratégie européenne, de puissance européenne également. Sabine Roux de Bézieux, même question un tout petit peu, parce qu'on a été obsédé depuis 80 ans par l'espace ou par la dissuasion nucléaire. Il faut que la France ait ce leadership et conscience de l'enjeu stratégique que représentent les océans et l'administration de ces mers, en fait. C'est un enjeu stratégique en France métropolitaine. On a deux façades maritimes, celle de la mer Méditerranée et celle de l'océan Atlantique. C'est un enjeu au niveau européen parce qu'on apporte notre présence sur tous les océans de la planète. Et je rappelle qu'il n'y a pas de représentation politique de la mer. Déjà en France, un peu limitée. Je ne sais pas s'ils vont avoir un ministre de la mer dans les jours qui viennent. Mais en Europe, on n'a pas de représentation politique. Le seul endroit où on parle de mer, au fond, c'est au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Il y a cette conférence qui aura lieu au mois de juin avec une dizaine de sujets dont certains concernent les entreprises qui sont d'ailleurs les grandes oubliées de cette conférence de l'ONU. Mais il y a aussi à l'ONU depuis une vingtaine d'années des discussions sur l'océan. Et c'est peut-être on se plaint de l'inaction de l'ONU ou de son inefficacité ou de son incapacité à avancer. Mais c'est presque le seul sujet sur lequel l'ONU avance. Il y a le traité international contre la pollution plastique. Il va pas assez vite, il va pas assez loin, mais il existe. Il existe. Et moi, j'ai assisté à plusieurs de ces négociations. Voilà, les pays se parlent. Les pays qui sont en guerre se parlent sur ce sujet-là. À la conférence de l'ONU en juin, on va parler de sujets extrêmement importants. L'exploitation des grands fonds marins. Voilà. Faut-il ou non aller créer des mines sous-marines en détruisant toute la vie sous-marine pour aller chercher des hypothétiques terres et métaux rares dont on a besoin pour cette transition écologique, mais qui remplissent nos placards avec les mines urbaines. La France a pris une position courageuse. D'ailleurs, je vous invite à aller lire le rapport de la Fondation de la mer qui était sorti 2 mois avant la décision du chef de l'État. On est assez fiers de cette décision. Donc, ce sujet-là, le sujet de la pollution plastique, donc il y a aussi un rapport de la Fondation de la mer, vous retrouverez les chiffres de Rosa Liman dedans pour comprendre quels sont les enjeux et quelles sont les bonnes et les mauvaises solutions. Il y a la question de la pêche illégale, c'est un crime organisé au niveau mondial. On a un rapport qui sort dans quelques semaines pour montrer comment on lutte et comment nous, comme citoyens, on peut participer involontairement à ce crime organisé au niveau mondial. Il y aura la question de la décarbonation du transport maritime. Voilà, toute une série de questions qui vont se traiter au niveau international, nécessairement parce que l'océan est unique et que on a un seul océan et que notre planète s'appelle la planète mer. Merci beaucoup à tous les 4 pour cette table ronde passionnante. Moi, je vous retrouve dans quelques minutes pour une séance de dédicace. On a parlé des années 70, 80, c'est l'objet du livre que je dédicacerai tout à l'heure. Mais merci en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Très bonne journée.